les actions de développement à la base et de préserver la paix dans la politique. Bonsoir. Développement des responsables de la Banque mondiale reçus hier en audience par le président Alpha Condé. Ils étaient avec d'autres responsables, cette fois-ci de l'Agence française de développement. Au menu des entretiens, la problématique de l'eau potable en Guinée. Le point avec Sanassi Keita. Les autorités guinéennes, en parfaite collaboration avec leurs partenaires financiers, ont organisé des 10 et 11 de ce mois une table ronde. Table ronde axée sur la problématique de l'eau en Guinée, avec à la clé trouver des solutions pérennes dans le souci de répondre aux besoins des citoyens en matière d'eau potable. La présence donc au Palais Sékou Touré du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique et des responsables de l'Agence française de développement et de la Banque mondiale en Guinée se situe dans cette dynamique. Il s'agit surtout de faire le compte-rendu des résultats issus de la table ronde sur la problématique de l'eau en Guinée au président de la République, professeur Alpha Condé. L'objectif de cet entretien avec Monsieur le Président de la République, c'était de lui faire, nous, bailleurs de fonds, un relevé de conclusion de la table ronde de l'eau qui s'est tenue hier et aujourd'hui. Table ronde de l'eau basée sur le résultat d'un diagnostic financé par l'Agence française de développement, faisant ressortir les besoins d'investissement et de réforme pour redresser le secteur de l'eau, avec un objectif principal que chaque Guinéen ait un accès à l'eau potable. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, il s'agit d'avoir, d'une façon générale, un plan d'investissement pendant ce quinquennat en vue de résoudre de manière durable la fourniture d'eau potable en Guinée. Dans son volet renouvellement, réhabilitation des équipements, extension, augmentation des capacités de production d'eau potable à Conakry comme dans toutes les villes, l'installation également d'un système moderne d'adduction d'eau dans les autres villes non encore équipées. Et d'une façon générale, avoir un plan d'investissement pendant ce quinquennat pour pouvoir résoudre d'une façon pérenne la fourniture d'eau potable et améliorer aussi à travers la réforme institutionnelle du secteur urbain de l'eau potable, améliorer la gouvernance de la Société des eaux de Guinée pour aboutir à des résultats pérennes, pour diminuer les subventions de l'État guinéen dans la Société des eaux de Guinée et en somme permettre aux populations d'avoir de l'eau d'une façon continue. Étancher la soif des citoyens de disposer de l'eau potable d'une manière durable. Un ambitieux programme que le président de la République, professeur Alpha Condé, compte engager très rapidement avec le soutien des partenaires au développement de la Guinée. Après surtout, ce diagnostic. Alors, cette table ronde dont on parlait a pris fin 2 jours pour cerner tous les contours liés à la problématique de l'eau potable en milieu urbain. Pourquoi ces difficultés dans la desserte? Comment corriger les aléas? Quelle est la préoccupation actuelle du gouvernement sur le sujet? Toutes ces questions ont été passées au crible. Ousmane Bangoura. Après 2 jours de concertation ici à Conakry, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers en matière d'adduction d'eau dans la capitale guinéenne ont validé des projets d'investissement qui pourraient permettre aux populations de Conakry de sortir vite et bien de cette crise. La table ronde des bailleurs de fonds a permis d'enregistrer les intentions de financement de ces institutions. Il a été rappelé que l'appui de la BEI est conditionné par la participation d'autres bailleurs à ses côtés, au moins à hauteur de 50% des montants des projets. L'AFD a annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros au titre des renouvellements. L'AFD a également signalé que la mise en place de la réforme institutionnelle n'est pas un préalable à son financement. Cet engagement démontre tout l'intérêt social et économique que l'agence place dans le secteur de l'eau potable en Guinée. L'accès aux services de base comme l'eau est un indicateur incontournable du développement d'un pays. Le premier responsable en charge des départements de l'énergie et de l'hydraulique a saisi l'occasion pour rassurer les populations de Conakry l'exécution rapide de ce projet. Après un examen approfondi des différents schémas institutionnels proposés et l'expérience récente de la mise en place du contrat de gestion à EDG, l'objectif visé, Monsieur le Premier ministre,
par l'État dans ce choix est d'assurer, entre autres, la production d'eau potable en quantité suffisante et en qualité pour permettre au secteur de retrouver l'équilibre nécessaire à son bon fonctionnement. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le Premier ministre, chef du gouvernement, se réjouit de la tenue de cette table ronde. L'organisation de cette table ronde est aussi le témoignage de l'engagement du gouvernement avec la coopération des partenaires et amis de la Guinée à prendre en charge l'un des problèmes récurrents qui entrave le développement économique et social du pays. Le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur cette table ronde dont les conclusions et recommandations ont permis d'aboutir au choix du modèle de contrat de gestion de la SEG à l'image de celui en cours à l'EDG. Cette rencontre des cadres à travers le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique est une preuve éloquente de l'engagement du gouvernement de Mamadi Yula à faciliter l'accès de la population à l'eau potable. Travaux publics, on en est où? Dans la réhabilitation de la route Kouroussa-Dabola, on parle d'un peu plus de 50% comme niveau d'exécution des travaux, sauf que ces travaux semblent nettement en retard par rapport aux clauses du contrat. La ministre des Travaux publics s'est rendue récemment sur ce tronçon. Le point avec Ansouman Toubani Kamara. Lancé en avril 2015, ces travaux consistent à réhabiliter le tronçon Kouroussa-Dabola sur la nationale numéro 1. Et à un mois de la fin du délai contractuel de 12 mois, les travaux de dégagement et de terrassement sont terminés. Par contre, ceux de fondation et des revêtements tardent à finir. En fin février, l'avancement physique des travaux était seulement de 52% sur une distance de 151 km. Les travaux consistent, il y a deux grandes activités. La première activité, c'est le recyclage de la chaussée existante. Et la deuxième activité importante, c'est de protéger cette couche réhabilitée. Et ça finit quand? Nous avons prévu finir les travaux à la fin du mois de juillet à peu près. Travaux provisoires, la réhabilitation du tronçon Kouroussa-Dabola est un financement du budget national de développement BND. Le montant du marché de base et l'avenant sont estimés à plus de 480 milliards 362 millions de francs guinéens. La route Dabola-Kouroussa fait partie de nos grands chantiers et de nos priorités aussi. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de financement particulier de bailleurs de fonds dans les infrastructures routières en Guinée. Donc l'État a fourni un peu d'efforts pour soulager un peu la population. En attendant la fin des travaux et le début de la saison des pluies, la prudence doit être de mise sur ce chantier où les nuages de poussière constituent un véritable danger pour la circulation. On reste dans la région, mais direction Cancan. La localité s'est taillée une réputation dans la culture du coton. Ces dernières années, certes, la production était à la baisse, mais pour cette campagne 2015-2016, elle est plutôt fructueuse. Fodi Bangali Fofana. Depuis quelques semaines, ici à l'usine d'égrenage du projet de développement de la filière cotonnière en Guinée, à Kankankoura, les responsables sont impuissamment confrontés à ce spectacle d'envahissement de la cour de camions chargés de coton-grain en provenance des différentes zones de production. C'est le reflet de la réussite de la campagne agricole 2015-2016. Cela grâce à la volonté manifeste du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui avait promis de faire redémarrer ce projet et depuis 2011, il est en marche. Nous avons aujourd'hui une perspective de coton, graines, et le nombre que vous voyez ne représente que à peu près 10% du nombre qu'on attend. Et quand vous voyez toutes ces balles qui sont derrière nous, c'est le fruit de ces cotons qui a été égrené et il nous reste encore à envoyer de l'intérieur environ 5000 tonnes, soit l'équivalent de 500 camions. Donc ne soyez pas effrayés par le nombre qui est là. Ce nombre ne représente pour nous aujourd'hui que 3 jours de travail. Depuis quelques années, ce coton produit restait dans les bras des producteurs sans être vendu. Petit à petit, cette confiance revient. Les anciens producteurs sont revenus avec le projet. De nouveaux producteurs attendent de voir la réussite de cette campagne qui semble cruciale pour le projet. Le gouvernement s'est engagé auprès des producteurs à 2 choses principales. C'est
un approvisionnement en intrants à temps, en quantité suffisante, avant le début des semis. Ici, au projet Coton, chaque panne devenait un véritable problème pour les travailleurs de cette unité à cause de manque de pièces de rechange. Avec l'acquisition de nouvelles pièces, le projet est en train de faire ses preuves. Le rythme de production devient normal. Grâce à l'expertise des travailleurs et cette assistance des partenaires du Bio Coton, des balles sortent fraîchement de l'usine et stockées un peu partout dans la cour. Il y a 20 ans, cette usine fonctionne et nous souhaiterons vivement, et ça c'est à l'attention des décideurs, que nous puissions apporter de l'aide pour qu'elle puisse faire mieux et pour que nos parents qui sont là et qui profitent au maximum jusqu'au dernier village puissent profiter de cette richesse-là. De 2300 tonnes de coton il y a 2 ans à 5000 tonnes l'année dernière, cette année, 10 à 11 000 tonnes de coton sont attendues. Bientôt une politique nationale de protection sociale, encore un peu de patience, le document est en cours d'élaboration. Ceux qui travaillent là-dessus le veulent parfait et disponible dans 4 mois. Mohamed de Camara. À travers l'élaboration d'un document de protection sociale, l'État prévoit l'amélioration substantielle des conditions de vie de tous les travailleurs. Cette politique nationale permettra de rehausser considérablement le nombre de travailleurs bénéficiant du régime de protection sociale, estimé aujourd'hui à 6%. Depuis l'indépendance de la Guinée, c'est la première fois qu'on va être doté d'une politique en matière de protection sociale. Le reste de la population a besoin également de couverture sociale quand on sait que 2% seulement des Guinéens travaillent au niveau de l'administration publique qui est le gros employeur dans notre pays. D'épineuses préoccupations de protection sociale auxquelles sont confrontés les fonctionnaires devaient être surmontées. À titre illustratif, il s'agira des prestations familiales ou encore des prestations de vieillesse, d'invalidité, de décès, mais aussi surtout des prestations d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Pour réussir ce programme ambitieux, la Guinée a fait appel à l'expertise de la Banque mondiale, du Bureau international du travail et certains partenaires historiques. Le Bureau international du travail s'est engagé à appuyer le gouvernement de la Guinée pour toute la partie qui concerne le renforcement du dispositif de protection sociale des travailleurs salariés du secteur privé, le lancement effectif des nouvelles institutions qui ont été créées pour la couverture sociale des fonctionnaires et des membres de leur famille et pour également l'extension des systèmes de mutualité sociale pour l'extension de l'assurance maladie en faveur de toutes les couches de la population. Après 2 ans de travaux, les experts internationaux et nationaux estiment que les principes directeurs et les axes stratégiques de la protection sociale sont déjà disponibles. Justice, un notaire prend fonction à Conakry. La cérémonie de prestation de serment, c'était hier à la cour d'appel. Il s'engage à honorer la corporation en servant exclusivement la nation. Kiana Younoussaba. Dans la salle d'audience de la cour d'appel de Conakry, la prestation de serment de maître Almami Ousmane Diaby a attiré plusieurs personnalités. Sidi Touré, haut représentant du chef de l'État, maître Abdul Kabele Kamara, ministre de la Sécurité et autres invités. À travers ce rituel, ce dernier est habilité à rédiger et authentifier les actes tels qu'indiqués par le notariat. Le premier devoir d'un officier public est d'effectuer sa mission dans le respect le plus strict de la déontologie et des valeurs qui fondent notre métier, telles l'équité, l'impartialité, le sens de la rigueur. Cette cérémonie de prestation de serment vient agrandir la famille des notaires de Guinée. Maître Almami Ousmane Diaby intègre cette profession avec plusieurs ambitions. Mon premier défi, c'est de m'installer, c'est de donner une image qui correspondra à un travail bien fait, satisfaire les clients et les justiciables et de par notre probité, essayer de limiter un peu tous les problèmes auxquels la justice guinéenne est confrontée. Avec ce certificat d'aptitude professionnelle, maître Almami Ousmane Diaby s'engage à œuvrer aux côtés de ses pairs à la Chambre nationale des notaires de Guinée.
Élection locale. Comment la CENI prépare-t-elle ce rendez-vous? L'institution vient d'initier une session de formation pour 30 assistants techniques. L'atelier s'est tenu à Kindia et notre reporter Saïdou Diallo nous en dit un peu plus. Suivez. Bridge ou bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élections, c'est la plus grande formation électorale que le monde connaît actuellement. Elle est appliquée dans plus de 100 pays. C'est pourquoi la CENI a engagé une série de formations Bridge pour ses assistants techniques. À ce jour, pas moins de 60 ont été formés. Ce dernier atelier Bridge de Kindia a regroupé pendant 5 jours 32 participants. C'est dans le cadre de l'organisation des élections locales. Nous avons formé nos assistants à leur rôle et responsabilité dans l'exécution des opérations électorales pour l'organisation de ces élections locales. Nous estimons qu'avec les résultats obtenus, il y aura un impact sérieux sur le déroulement du processus électoral à la base. Cet atelier Bridge de Kindia a été financé par l'USAID à travers AIFES. C'est sans risque de se tromper que l'on serait en droit de dire que la CENI tient là le levier de technicité qui sied à ses ambitions. On devrait donc s'attendre à une amélioration exponentielle de ses prestations et de ses performances. Je suis sûr, effectivement, que les acquis de cette semaine seront valorisés et vulgarisés et que vous allez continuer à travailler avec vos autres collègues qui ont déjà été formés. J'étais très heureuse également de voir qu'au-delà des assistants qui travaillent directement dans les départements, nous avons la presse, nous avons la sécurité. Bridge a vu le jour au Timor oriental à l'occasion des élections de 1999. Notre pays ne compte à ce jour que 9 facilitateurs d'ateliers. AIFES, c'est la Fondation internationale des systèmes électoraux. Artisanat, un atelier vient de prendre fin à Conakry. Des cadres de 2 départements ministériels se sont réunis pour rédiger un programme cadre. Le document encourage et facilite l'apprentissage dans le domaine de l'artisanat. Moussa Komara. Les cadres du département en charge de la formation technique professionnelle, de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat, appuyés par l'Organisation internationale de la francophonie, réfléchissent sur l'élaboration d'un plan de développement de l'apprentissage dans le secteur. En adoptant cette démarche participative, je dirais même inclusive, nous avons la certitude d'aboutir à des résultats probants, c'est-à-dire à cerner effectivement toute la problématique qui peut se poser en termes d'apprentissage, prendre en compte tous les paramètres pour rendre à ces jeunes qui sont demandeurs les compétences dont ils ont besoin pour être de véritables artisans au service du développement. Cette rencontre a permis aux principaux acteurs d'identifier tous les facteurs qui compromettent le développement de l'artisanat guinéen. Nous avons travaillé sur le contexte, le diagnostic de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat en vue de dégager les objectifs spécifiques que nous devrions viser pour le développement de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat. À partir des objectifs spécifiques, nous avons pu identifier les cibles stratégiques ainsi que la démarche de partenariat. En Guinée, l'on s'accorde à dire que le secteur artisanal guinéen est l'un des leviers de la lutte contre le chômage. Plus de 300 000 personnes pratiquent ce métier. Cependant, le manque d'équipement, la création d'un village artisanal et la formation des acteurs restent toujours les défis à relever. Aujourd'hui, l'espoir est permis par tous les artisans de Guinée, qu'ils soient généralisés, intellectuels ou non, soient pris en compte par la démarche de progrès que le président de la République a toujours demandé. Cet atelier déclenche un nouveau départ pour le secteur artisanal. Il aboutira après plusieurs étapes à un programme cadre en faveur du développement de l'apprentissage en fin d'année. Reportage de Moussa Komara rendu en studio par Fatimatou Diallo. Santé, une campagne de sensibilisation, elle porte sur les cancers du sein, du col de l'utérus, le sida et la planification familiale. La couche ciblée cette fois-ci ce sont les femmes. Le système des Nations Unies tient à la réduction du taux de mortalité lié à ces pathologies. Adia Toubari. Elles sont venues des différentes agences du système des Nations Unies présentes en Guinée.
Ces femmes suivent avec attention l'exposé sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus, deux maladies qui touchent environ 80% des femmes en Guinée. L'enjeu de la projection consiste à démontrer aux femmes la nécessité du dépistage précoce de ces deux pathologies. Pour nous, c'est très important, la sensibilisation. Et pour que les gens comprennent, il faut se faire dépister. Et parce que quand on se fait dépister, il y a la possibilité d'être prise en charge. Et ça prévient vraiment de développer la maladie jusqu'à l'ablation du sein ou jusqu'à un stade plus compliqué. C'est un message que nous portons tout le temps pour toutes les femmes, pour leur dire, allez à l'hôpital avant de voir les signes, allez au moins une fois par an pour vous faire dépister pour le cancer du col et une fois par mois, palpez-vous les seins pour essayer de découvrir des signes qui sont en faveur du début de l'évolution d'une maladie qui est le cancer du sein. Outre la sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus, le VIH-Sida était aussi à l'ordre du jour. Il est couplé à la planification familiale. L'accent a été surtout mis sur le mode de transmission et de prévention du VIH-Sida, mais également les méthodes de planification familiale. Avec tous ces enseignements reçus, les participantes s'engagent à se faire dépister. Avant, j'avais un peu quand même peur de penser au dépistage et tout ce qui peut suivre ce risque de maladie-là. Mais dès que j'ai fini de suivre la formation avec le brillant professeur Namori, cela m'a permis de diminuer la peur. D'abord, ce qui est très important, à 50%, je n'avais plus peur de me soumettre au dépistage. La Fédération des associations du personnel du système des Nations Unies en Guinée est l'initiatrice de cette rencontre de sensibilisation. Durant tout le mois de mars, elle compte organiser des campagnes de dépistage gratuites pour son personnel. Les cas diagnostiqués seront pris en charge par la FUNSA. Les responsables de deux ministères dans la préfecture de Dalaba, Communication et Coopération internationale, ils sont allés inaugurer la radio rurale de la localité. L'investissement se situe à 4 niveaux, gouvernement, Banque mondiale, UNICEF et l'engagement des fils du terroir. Kerno Ousmane Diallo, envoyé spécial. L'événement est historique pour ces centaines d'habitants venus des 9 sous-préfectures et de la commune urbaine de Dalaba. Dans l'histoire de la préfecture, c'est la toute première station de radio. Son inauguration marque une étape importante dans le programme d'ouverture de la zone. L'acquisition d'une radio communautaire de ce genre était jusque-là l'une des préoccupations majeures des habitants de la localité. Le besoin était présent. Nous étions renseignés par les radios communautaires voisines. Maintenant, puisque nous avons notre radio communautaire, vraiment nous sommes comblés de joie. La présente cérémonie est profondément significative car elle constitue en elle une étape décisive et purement dynamique, enterrant de fait le silence des communautés au profit d'un droit inaliénable à l'information et à la liberté de la parole. Les émissions de la radio communautaire de Dalaba vont être reçues dans toutes les sous-préfectures et même au-delà dans des préfectures environnantes grâce à son émetteur FM de 500 watts, son antenne de diffusion à 4 dipôles perchée sur un pylône de 35 mètres. Des équipements offerts par l'UNICEF dont le représentant en Guinée est désormais citoyen d'honneur de Dalaba. On l'a vu avec malheureusement Ebola, on l'a vu avec d'autres épidémies. Si l'information ne passe pas dans un langage que les populations elles-mêmes apprécient, connaissent, s'approprient, il est extrêmement difficile de faire en sorte que justement on réussisse. Donc, à travers les expériences que nous avons eues dans la lutte contre Ebola, mais aussi à cause aujourd'hui du fait qu'il y a un certain nombre de pratiques essentielles familiales que nous voulons vraiment s'assurer que la population comprenne, surtout les femmes, en faveur des enfants.
nous, on a décidé de mettre en place ces radios rurales un peu partout dans le pays. Le développement des radios communautaires est un des axes majeurs de la stratégie du ministre Rachid Ndiaye. Moyen de communication efficace, ces radios constituent un levier important dans l'émancipation socio-économique des villes et villages de l'intérieur du pays. Ça renforce l'esprit des communautés dans une ville comme Dalaba pour permettre aux gens d'être aux sources de l'information locale, pour permettre à tous ces gens de recevoir des messages urgents, notamment dans les secteurs sociaux, par exemple tout ce qui concerne la lutte contre les maladies, tout ce qui concerne un certain nombre d'événements de prévention. Et en même temps, c'est aussi une radio qui réunit les gens, qui renforce les communautés dans l'interaction de leur vie quotidienne. Je crois que c'est dans ce sens-là que c'est aujourd'hui très important. Les jours à venir, 5 autres radios rurales vont être inaugurées dans les préfectures de Koubia, de Lélouma, de Dubreka, de Fria et dans les îles de l'Ost, notamment à Kassa. 26 ans après la création de la radio rurale, l'ambition est désormais de couvrir tout le pays en vue d'informer et de relayer la voix des sans-voix. Cette radio rurale de Dalaba est la 29e du genre en Guinée. Et on va suivre tout ça avec vous, Carnot. Un centre d'apprentissage implanté dans la préfecture de Sigiri, c'est l'œuvre des femmes de la SAG. Le centre est destiné aux filles déscolarisées avec une inauguration de la première dame de la République. On fait le point avec Ali Badra Kondé. La préfecture de Sigiri a désormais un centre de formation pour les jeunes filles déscolarisées. C'est une initiative de l'association des femmes travailleuses de la SAG en partenariat avec les autorités locales. Ce bâtiment flambant neuf comporte une salle d'alphabétisation, un salon de coiffure, un atelier d'apprentissage pour les couturières, une salle d'exposition, une direction générale ainsi que les latrines. Nous nous félicitons de ce résultat à ce jour et remercions par la même occasion toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à l'obtenir. Il est prévu dans le même cadre la mise en place des autres sections, coiffure, saponification et teinture. Mais pour des raisons évidentes de manque de financement, nous n'avons pas encore réussi cette étape. Le système des Nations Unies a, parmi les objectifs du millénaire pour le développement, dédié 2 objectifs aux femmes. L'objectif 3, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et l'objectif 5, améliorer la santé maternelle. Nous savons que de gros efforts ont été faits dans notre pays pour atteindre ces objectifs. Vous savez autant que moi que les femmes, en plus des travaux quotidiens à la maison, apportent une contribution significative à l'économie dans divers domaines. Agriculture, industrie, artisanat, pour ne citer que ceci. Pourtant, malgré leur important rôle dans la société, les femmes sont souvent victimes de discrimination basée sur le sexe. La représentante de la première dame de la République se réjouit de ce geste qui consiste à améliorer les conditions de vie de la jeune fille dans le pays profond. À ce jour solennel, permettez-moi de magnifier le rôle d'avant-garde que jouent les femmes guinéennes dans le développement socio-économique et politico-culturel de notre pays. En effet, elles sont partout présentes, aussi bien dans les champs agricoles, les ateliers, les services publics et privés, dans l'armée, que dans les mines et les institutions nationales et internationales. Plus de 800 millions de francs guinéens ont été investis pour la réalisation de cette infrastructure. Déjà, 30 jeunes filles venues des différentes régions du pays suivent un apprentissage évolutif. Mois de mars, on est dans le mois de la femme. Le 8 mars dernier, des femmes entrepreneurs ont aussi célébré cette fête. Elles étaient réunies à Kaporo à l'initiative du groupe Mères et Enfants. Aïssatou Moudjallo. L'Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique Omega célèbre la Journée internationale de la femme. À l'occasion, la structure magnifie la bravoure de la gente féminine. Omega exhorte les femmes à œuvrer pour leur autonomisation. C'est tous les jours la journée de la femme, du 1er janvier au 31 décembre. Aujourd'hui, les droits de la femme. En quoi cela consiste? C'est pour nous un baromètre.
c'est pour nous l'unité de mesure des instruments que les gouvernements ont mis en place pour mesurer le bien-être, l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers le monde. Je dirais à toutes les femmes de se prendre en charge et que personne ne viendra faire à notre place ce que nous devons faire. Donc il faut prendre notre destin en main. Créée il y a 6 ans, l'Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique s'investit pour la bonne cause de la femme et des enfants. Malgré l'égalité dans les textes entre hommes et femmes, les femmes restent encore confrontées à quelques difficultés, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation et la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Sport enfin, et cette mauvaise sortie pour 2 clubs guinéens sur la scène africaine. Zesco Club de la Zambie a battu le Orea 4-1 en Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, l'Escaloum s'est aussi incliné face au Stade Gabésien de Tunisie 2-1. Les matchs retour sont prévus samedi et dimanche à Conakry. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.